Mesdames, Messieurs et Mesdames les académiciens, chers amis, c'est un vrai plaisir d'introduire aujourd'hui la conférence du professeur Benoît Rondelet. Je connais Benoît Rondelet depuis très longtemps. Il est chirurgien thoracique, chirurgien de la transplantation, une des transplantations probablement parmi les plus délicates et les plus complexes dans la suite aussi des événements qui suivent évidemment cette intervention chirurgicale. Benoît Rondelet est devenu maintenant directeur médical des cliniques Montgodine de l'UCL, où il a donc une activité aussi administrative très importante, mais il a été, évidemment, en étant transplanteur pulmonaire, au centre, je dirais, de problèmes majeurs d'éthique, liés, bien entendu, au fait d'avoir ou de trouver des donneurs, d'avoir des patients qui sont en attente d'être transplantés, d'avoir aussi des interventions chirurgicales qui sont complexes parce que chaque organe qui est greffé n'est pas, je dirais, d'un même type par rapport au fait d'en bénéficier ou de le donner. Parce que si vous prenez un cœur, par exemple, il n'est pas ouvert vers l'extérieur. Vous prenez un organe qui est en fait stérile, tandis que si vous prenez un poumon, ce n'est pas du tout le cas. Le poumon est évidemment complètement ouvert vers l'extérieur. Et bien entendu, le patient qui malheureusement meurt en réanimation, peut-être avec un poumon qui est complètement contaminé par des bactéries qui peuvent être des bactéries de l'unité de soins intensifs dans laquelle il est hospitalisé. C'est aussi un organe incroyablement immunologique, c'est-à-dire rempli de cellules immunitaires, de sang. C'est une éponge de sang, le poumon, bien entendu, puisque c'est grâce à lui que nous avons ces échanges gazeux qui nous permettent de vivre tous les jours. Et donc, en fait, le poumon est un organe particulièrement fragile et qui, contrairement à un rein ou un cœur, a une particularité d'être rejeté aussi par le système immunitaire, notamment à cause de ses caractéristiques immunologiques. Donc, en fait, c'est un poumon qui n'a pas la même durée, en général, un organe qui n'a pas la même durée de transplantation ou de vie après la transplantation, bien qu'on ait fait fort heureusement des progrès absolument fabuleux, y compris sur le plan chirurgical. Et puis, on a fait d'abord des blocs cœur-poumon, puis on a fait des poumons, et tout dépend aussi de la maladie. Dans une mucoviscidose, par exemple, où le patient est complètement infecté, y compris le moignon trachéal, lorsque vous faites une transplantation, en général, vous transplantez les deux poumons. Avant, on transplantait les deux poumons et le cœur. Maintenant, on fait souvent les deux poumons. Bref, je vous dirais que la conférence que vous allez entendre aujourd'hui est vraiment au centre des problèmes médicaux de notre siècle, c'est-à-dire, d'une part, nous avons toujours besoin de transplantation. Peut-être qu'un jour, ce ne sera plus le cas, mais nous aurons encore très longtemps besoin de transplantation. Les problèmes d'éthique qui se posent aux familles, aux chirurgiens, à celui ou celle qui attend l'organe sont tout à fait majeurs. Et c'est donc vraiment un problème de société, un problème terriblement évident de la médecine d'aujourd'hui. Et nous avons la chance d'avoir un orateur qui est vraiment au centre de ces problèmes depuis tellement d'années qu'il va nous en parler avec, je dirais, toute la compétence, mais aussi toute l'humanité dont il est capable. Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs les académiciens, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je voudrais commencer par remercier le Collège de Belgique de nous donner l'occasion de vous entretenir aujourd'hui de notre passion. En effet, au nom de nos équipes, je voudrais tenter pendant les 75 prochaines minutes de vous emmener dans notre univers, car vous l'aurez bien compris, autour de ce titre un peu ronflant, je voudrais vous exposer une réalité, la réalité de notre paradigme, qui est de constamment chercher à augmenter la qualité des poumons que nous désirons offrir à nos patients. Alors, la greffe est définie comme l'action d'ajouter, d'introduire, d'insérer un élément neuf
ou complémentaire, que cette action soit purement physique ou même intellectuelle. Le mythe de Prométhée, déjà, évoquait la greffe d'une fonction, celle de l'intelligence humaine à partir de l'intelligence divine. Cette greffe de la divinité sur l'humanité, en quoi consiste en fait le bien moral, laisse paradoxalement entendre que ce qui serait le plus profondément humain chez l'homme proviendrait de ce qui n'est pas de lui. Ainsi, la culture, la morale, l'éducation ne sont rien d'autre en fait que des greffes à l'origine, la greffe des Grecs sur les Romains, la greffe des Romains sur les Gaulois, des Francs sur les Gallo-Romains, et d'une façon plus générale, de l'autre sur le même, retenez ce même et cet autre. Et si je pousse le bouchon un peu loin, n'en déplaise à certains, de l'étranger sur l'autochtone, du passé sur le présent, probablement pour nous tourner enfin vers un futur meilleur. La transplantation, elle, est l'action de transférer un être vivant ou un objet d'un lieu vers un autre. Par conséquent, le prélèvement, puis d'ailleurs le transfert de la totalité d'un organe correspond plutôt à une transplantation, alors que l'apport partiel de cet organe constitue une greffe. Le corps humain et l'imaginaire qui l'habite devrait être davantage investi par l'homme que par la société. En premier lieu, dans une direction qui le relie aux autres réalités du monde, et ensuite dans une direction qui le relie à ce qui dépasse absolument le monde lui-même, car cette direction relève plus de l'immanence du monde, mais de la transcendance de l'individu lui-même. C'est d'ailleurs juste que les deux mots, transplantation et transcendance, soient formés du même suffixe trans, qui révèle dans la langue française elle-même que l'appel éthique naît de ce qui relie l'homme à son absolu. Ainsi, dans le monde végétal comme dans la médecine, les mots transplantation et greffe ne sont pas réellement synonymes, vous l'avez bien compris. Et le vocabulaire médical a tenté pendant tout un temps de respecter ces définitions en parlant de greffe quand on parlait de peau et de transplantation quand on parlait de foie, par exemple. Cependant, ce n'est pas toujours le cas et vous entendrez dans la salle de détente du bloc opératoire votre assistant parler du greffé pulmonaire de la nuit ou vous entendrez même dans notre vocabulaire courant les termes autogreffe quand l'organe est prélevé sur le patient lui-même, ou isogreffe lorsque la transplantation est réalisée à partir d'un donneur jumeau homozygote, d'allogreffe quand on parle d'une transplantation réalisée à partir d'un autre donneur humain, ou même de xénogreffe quand la transplantation est réalisée à partir d'un organe prélevé sur un animal. L'histoire médicale de la transplantation d'organes débute réellement en Europe au XVIe siècle, lorsque l'équipe de Tagliagozzi, un Italien, réalise des greffes de peau très épaisses même, à partir de ce qu'on appellerait aujourd'hui des lambeaux brachiocéphaliques. L'idée même de la greffe italienne est de détacher partiellement un morceau épais de peau afin d'y conserver complètement sa vascularisation et de venir le déposer sur un site receveur. Le greffon de peau ainsi déposé peut créer une néovascularisation sur le site receveur. 20 jours après immobilisation, on peut alors couper ce lambeau et obtenir un transfert de peau tout à fait vascularisé et viable.
En 1869, le Suisse Reverdin, que les chirurgiens connaissent bien puisqu'il est l'inventeur d'une aiguille particulière qui permet de fermer les parois complexes. Le Suisse Reverdin a exécuté une greffe d'épiderme frais, greffe de Reverdin éponyme, également connue sous le nom de greffe par pincement. Elle consistait à prélever de minuscules bouts de peau d'une zone saine et de venir les implanter dans une zone qui devait être couverte. Un peu plus tard, en 1905, le 7 décembre plus précisément, Edward Sirm, un Tchécoslovaque, réussit la première kératoplastie transfixante, c'est le mot très compliqué pour dire qu'on a fait une greffe de cornée, chez l'homme. Le patient qu'il va greffer est âgé de 45 ans. Il est presque aveugle, dû en fait à des cicatrisations post-brûlure de la cornée. L'ophtalmologiste, à l'époque, prélève la cornée d'un œil d'un garçon de 11 ans, blessé par un corps étranger, et il put greffer le receveur des deux côtés en fractionnant la cornée en deux. Le succès fut immédiatement total et le patient retrouva une bonne vision, ce qui lui permet de vivre tout à fait normalement le reste de sa vie. Donc, si à la fin du XXe siècle, au début du XXe siècle, vous l'avez compris, les médecins sont capables de pouvoir réaliser des greffes simples, on parlerait même aujourd'hui de greffe tissulaire. On était en revanche bien loin de pouvoir se lancer dans une transplantation d'organes et le premier gros écueil était la vascularisation de l'organe. Ce problème va être rapidement résolu grâce aux travaux de Carroll dans le début des années 1900 et ces travaux lui valurent le prix Nobel de l'année 1912. Il faut remarquer qu'à partir de cette date, chaque avancée théorique fut suivie de tentatives chirurgicales. Et ce fut le cas lorsque Jaboulet réalisa la première xénogreffe en transplantant un rein de porc au pli du coude d'une jeune femme souffrant d'une insuffisance rénale terminale. Il répéta son exploit après 3 mois avec un rein de chèvre. Malheureusement, ces 2 premières tentatives ne furent pas couronnées de succès et les 2 patientes décédèrent des suites immédiates de l'intervention. Les chirurgiens, qui sont quand même un peu obstinés, il faut bien le dire, s'aperçurent que les problèmes de vascularisation n'étaient probablement pas les seules difficultés auxquelles ils allaient être confrontés. Le second écueil était représenté par le phénomène du rejet, c'est-à-dire la connaissance de l'immunité et par voie de conséquence, la découverte des médicaments immunosuppresseurs. La période féconde de l'avant-grande guerre marqua le début des travaux portant sur l'immunologie avec 2 grands noms. Le premier était l'Autrichien Karl Landsteiner qui découvrit les groupes sanguins, suivi de Paul Ehrlich qui a découvert le complexe antigène-anticorps qui est au centre en fait des problèmes liés à la transplantation. Ces 2 messieurs reçurent aussi le prix Nobel de médecine pour leurs travaux. Après la guerre 14-18, les progrès furent essentiellement marqués par ceux de Lloyd Felton qui réussit en 1928 la purification des anticorps à partir du sérum sanguin, puis John Marak qui développa une première théorie de la reconnaissance spécifique de l'antigène par les anticorps. En 1900,
1933, le chirurgien Yuri Voronoï parvint à une conclusion majeure, c'est le rejet est essentiellement d'origine immunologique. Avant cette publication, personne n'avait émis cette hypothèse. Il réalisa alors la première tentative de greffe à partir d'un organe humain. Il réalisa une greffe de rein à partir d'un donneur âgé de 60 ans et décédé. Le receveur était une jeune femme de 26 ans. L'ischémie dura moins de 6 heures. Le greffon fut transplanté sous anesthésie locale au niveau de la cuisse droite du receveur. La patiente décéda malheureusement dans les suites de l'intervention et cette tentative n'eut pas de suite directe. Les allogreffes à l'époque ne semblaient pas plus faciles et plus réalisables en tout cas que les xénogreffes. La Seconde Guerre mondiale marqua alors une pause et après 5 ans de combat, les avancées vont devenir extrêmement rapides. Ainsi, en étudiant le rejet chez la souris, Peter Gorer, à gauche ici sur l'image, va découvrir, sans le savoir, l'antigène H2, qui est en fait le premier antigène d'histocompatibilité, c'est-à-dire le premier marqueur immunologique du soi. 3 ans plus tard, Astrid Fagerås découvrit que les anticorps étaient produits dans le plasma par les lymphocytes B. Et l'année suivante, Frank McBurney, le même que celui du signe pour l'appendicite, publiait son hypothèse sur la tolérance immunologique pour laquelle il reçut le prix Nobel en 1960. Ces travaux avaient été publiés en collaboration avec Frank Ferner, que vous pouvez voir à droite sur cette diapositive. Ces progrès considérables dans le domaine de l'immunité permirent de nouvelles tentatives chirurgicales, d'autant plus que les chirurgiens, à partir des années 50, vont disposer d'un nombre important de receveurs potentiels, puisque la mise au point du rein artificiel avait permis de prolonger la vie des patients en insuffisance rénale terminale. De plus, la transplantation rénale pouvait apparaître comme un véritable modèle expérimental, puisque l'émission d'urine était un marqueur immédiat de la bonne perfusion du rein et de la prise immédiate de cette transplantation. Ainsi, en 1947, et c'est une date assez importante, le docteur Hume, un chirurgien américain, réalise clandestinement, il faut quand même le souligner, une greffe de rein sur une femme atteinte d'insuffisance rénale aiguë cette fois-ci. Le rein fonctionnera temporairement, mais suffisamment longtemps pour que ceux de la patiente récupèrent. Le greffon fut ôté et la patiente survécut. Sur le plan technique, c'est assez intéressant. L'intervention fut réalisée en plaçant le rein dans la fosse iliaque droite, à côté des vaisseaux iliaques et de la vessie. C'est d'ailleurs la technique qui est toujours utilisée quotidiennement pour les greffes de rein. En 1952, on va faire un peu people. Donc en 1952, Marius Renard, un jeune charpentier parisien, qui est victime d'un accident de travail. Il perd l'usage de son rein unique. Sa mère est désespérée, comme vous pouvez le comprendre, et elle propose à l'équipe de l'hôpital Necker de donner un de ces 2 organes. Le professeur Jean Hamburger, qui est le père de Michel Berger,
pour être complet, accepte de tenter cette opération plutôt que de regarder s'éteindre le petit Marius d'une mort lente. Alors cette aventure a enflammé la presse du début des années 50, mais elle a surtout permis de sensibiliser le public aux problèmes de la transplantation des organes. Alors, malheureusement, les résultats de cette greffe confirmaient probablement que la transplantation pourrait un jour être un succès, mais qu'à distance, malheureusement, le greffon périssait et le jeune Marius décéda 21 jours plus tard. Alors, je vous propose de nous arrêter 2 minutes et de faire un bilan. Les xénogreffes à partir d'animaux étaient des échecs. Les tentatives d'allogreffe non apparentées à partir de donneurs décédés étaient un échec. Et les tentatives d'allogreffe à partir de donneurs partiellement apparentés et vivants étaient encore un échec. Alors, les notions d'histocompatibilité tissulaire apparurent bien plus évidentes en 1954 lorsqu'à Boston, l'équipe de Joseph Murray réalise la première transplantation réussie entre de vrais jumeaux. Derrière cette transplantation, les travaux de Jean Doucet, dans les mêmes années, aboutissent à la première révolution dans la transplantation, c'est-à-dire la découverte du système HLA, une sorte de carte d'identité génétique de chacun des individus. Il obtient le prix Nobel de médecine pour ses travaux en 1980, 30 ans plus tard. Cette découverte expliquait à elle seule l'ensemble des rejets des greffes précédentes. Et les chirurgiens comprirent alors que pour qu'une greffe puisse réussir, il faudrait soit que les systèmes HLA du donneur et du receveur soient pleinement compatibles, ou pouvoir affaiblir, voire supprimer le système immunitaire du receveur. Si les travaux de Doucet permettaient de comprendre les conditions favorables à l'acceptation d'un organe greffé, ils ne résolvaient malheureusement pas 2 difficultés. La première était de faire accepter l'organe en cas d'histocompatibilité incomplète. Et la deuxième, qui restait quand même majeure à l'époque, c'était comment obtenir un greffon viable et surtout viable à long terme. Dans le début des années 50 et plus précisément en 1954, Maurice Gollon, un réanimateur français, avait attiré l'attention de la communauté médicale française sur un tableau neurologique extrêmement particulier qui associait sous ventilation l'abolition totale de la conscience, la suppression de tous les réflexes du tronc cérébral, l'absence de ventilation spontanée à l'arrêt du respirateur et surtout la nullité de l'électroencéphalogramme. Ces premières observations vont rester sans suite jusqu'en 1959, quand il publia avec Pierre Moralet une série de 23 patients dans cette situation si particulière qu'ils la qualifièrent de coma dépassé, c'est-à-dire sans possibilité de retour vers un état normal. Cette nouvelle définition de la mort fut définitivement acceptée et le terme coma dépassé fut remplacé par celui de mort cérébrale dans un décret du 24
janvier 1968 en France et dans une loi du 13 juin 1986 en Belgique. Son intérêt était évident puisqu'il permettait d'avoir accès à un nombre important de greffons, multipliant les tentatives chirurgicales, favorisées également par l'utilisation des premiers moyens immunosuppresseurs. Alors vous allez comprendre pourquoi je parle de moyens et pas réellement de médicaments. En 1960, le même David Humm, celui qui avait réalisé sa greffe clandestine sur la patiente insuffisante rénale aiguë, réalisa la première greffe avec immunosuppression à partir d'un rein d'un donneur décédé. Le receveur avait bénéficié, entre guillemets, d'une irradiation totale comme moyen immunosuppresseur et elle survécut 21 mois. Dès lors, la voie était ouverte pour des tentatives sur les autres organes, puisqu'enfin, on avait pu réaliser une greffe d'organes allogéniques qui pouvait survivre au-delà de la période intra-hospitalière. En 1963 eut lieu la première greffe de foie par Thomas Stahls à Minneapolis. La même année, James Hardy réalise la première tentative de greffe pulmonaire sur un condamné à mort à Jacksonville. Le patient survivra 18 jours. En 1966, Richard Lillelei, le précurseur en fait de la circulation extracorporelle, assisté de William Kelly, réalisèrent à Minneapolis de nouveau la première greffe combinée d'un rein et d'un pancréas sur un patient qui souffre d'un diabète et d'une insuffisance rénale terminale. En 1967, et ça je pense que tout le monde s'en souvient, ou en a entendu parler, en Afrique du Sud, Christian Barnard impressionne, et le mot est à mon avis sous-estimé, l'ensemble de la planète lorsqu'il réalise la première greffe cardiaque. Mais qui se souvient que le patient n'a survécu que 18 jours? Pour intéressantes que fussent l'ensemble de ces premières, les résultats étaient franchement médiocres, voire très médiocres. Mais ils avaient permis les travaux de Collins et de Belzer, qui avaient mis au point des liquides réfrigérés qui permettaient de préserver les organes et de prolonger leur survie. La probabilité de trouver un donneur pleinement compatible restait complètement rare, voire exceptionnelle. Et les seuls traitements immunosuppresseurs disponibles à l'époque étaient les corticoïdes à grosse dose, le méthotrexate et l'irradiation, qui étaient pour le moins peu efficaces, et je pense qu'il est quand même assez évident de pouvoir les qualifier de dangereux. Si bien qu'en 1970, et c'est pas si vieux que ça parce que c'est l'année de ma naissance, le traitement efficace du rejet chronique n'était toujours pas connu. Mais alors comment, bon Dieu, faire accepter un organe transplanté en cas d'histocompatibilité incomplète? Après la découverte du système HLA, la découverte des propriétés immunosuppressives de la cyclosporine fut la deuxième immense révolution dans l'histoire de la transplantation. Les chercheurs du laboratoire Sandoz en Suisse
avait l'habitude de rapporter des échantillons de terre lorsqu'il partait en voyage. En 1970, Brian Thiel, un spécialiste en mycologie, isole une source de champignons à partir d'un peu de terre qu'il avait rapporté de ses vacances en Norvège. La culture de cette terre révéla la présence de métabolites à action antifongique qu'il appela cyclosporine. Ces actions antifongiques et antibiotiques, d'ailleurs, étaient plutôt limitées, mais en revanche, le médicament ou le futur médicament présentait une faible toxicité, ce qui lui permit de descendre dans la filière analytique de l'entreprise pharmaceutique et d'arriver dans le département d'immunologie pour être testé pour ses actions anticancéreuses et anti-immunitaires. On est là en décembre 1971 et la cyclosporine arrive dans les mains de Jean-François Borel. Un mois plus tard, en janvier 1972, il découvre les propriétés immunosuppressives du produit qui inhibe en fait la production des anticorps chez une souris préalablement immunisée par des globules rouges de cochon, si je me souviens bien. Non, de mouton. Excusez-moi. La démonstration de son action sur l'immunité humorale et cellulaire va orienter la firme à utiliser le produit pour la recherche en maladies inflammatoires chroniques. Mais, dans un même temps, l'Anglais Roy Keane, qui est le premier à avoir réalisé une greffe de foie en Europe, et le deuxième d'ailleurs à avoir réalisé une greffe de foie au monde, travaille au laboratoire dans son université anglaise sur des transplantations animalières. Et il a l'idée d'utiliser la cyclosporine pour diminuer l'immunité du receveur et obtient des résultats qui sont assez favorables. La firme Sandoz décide alors de mettre le paquet pour travailler sur ces indications et elle obtient, après quelques corrections galéniques et la mise au point de sa synthèse, l'autorisation de la commercialiser en 1983, soit 12 ans après la découverte de la puissance de ce médicament sur la gestion du rejet. Les courbes de survie vont s'améliorer extrêmement rapidement. Le nombre de transplantations, comme le nombre de centres de transplanteurs va augmenter de façon considérable et la constitution d'équipes multidisciplinaires, une meilleure utilisation des drogues existantes à l'époque, la découverte de la circulation extracorporelle et l'entraînement des équipes vont apporter leur contribution à un facteur essentiel, celui de la modulation et du contrôle du rejet. Mais revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la transplantation pulmonaire. Pour rappel, la première transplantation pulmonaire a été réalisée en 1963 par James Hardy. 26 transplantations pulmonaires vont être réalisées dans le monde sur la fin des années 60 et les années 70 avant déclaration d'un moratoire international sur les greffes d'organes solides. Parmi celles-ci, une seule, réalisée en 1969 par Fritz de Rome à Gand, survivra 10 mois en l'absence d'immunosuppression. Bon, c'est assez rare, on peut quand même se permettre de faire un petit cocorico.
Pour comprendre le reste de l'histoire de la greffe pulmonaire, il me faut rendre à César ce qui appartient à César et retourner au laboratoire. Entre 1955 et 1960, les docteurs Lower et Shumway, que vous voyez sur ces deux photos, travaillent sur le développement de la transplantation cardiaque orthotopique chez le chien dans leur laboratoire à Stanford. Ils y accueillent, comme dans tous les laboratoires, de nombreux fellows, dont le français Cabrol et le sud-africain Barnard. En 1967, ils publient leur technique. Mais 3 semaines après avoir déclaré qu'ils étaient prêts à transplanter un premier cœur humain et confrontés à une législation extrêmement rigoureuse aux États-Unis, ils se sont fait doubler par Christian Barnard. Pour rappel, la première transplantation cardiaque a été réalisée à partir d'un donneur noir en Afrique du Sud. Mais l'équipe de Stanford a des ressources intellectuelles et morales colossales. Elle travaille d'arrache-pied pour convertir sa technique en une transplantation de bloc cœur-poumon. Et en 1980, le docteur Bruce Reitz réalise la première transplantation d'un bloc cœur-poumon de l'histoire dans la même université pour une indication d'hypertension artérielle pulmonaire, c'est-à-dire une maladie des vaisseaux du poumon et du ventricule droit. Il prononça en hommage à Norman Shumway cette phrase magnifique. Beaucoup de gens ont abandonné quand ils pensaient que c'était trop difficile. Mais Norman Shumway avait la persévérance et la vision que cela pouvait fonctionner. Sa détermination à faire fonctionner la transplantation cardiaque et pulmonaire était absolument cruciale. Je pense que l'ensemble des chirurgiens cardiaques, transplanteurs, pulmonaires et de cœur considèrent aujourd'hui que Norman Shumway est l'inventeur de la greffe cardiaque et de la greffe pulmonaire et le reconnaissent tous comme étant le réel maître. Deux ans plus tard, dans un autre centre pionnier à Toronto, Joel Cooper réalise la première transplantation monopulmonaire pour une fibrose pulmonaire. La fibrose pulmonaire, c'est une maladie qui racrapote le poumon sur lui-même et qui l'empêche de pouvoir se grossir avec l'air inspiré. Il utilise pour réaliser cette transplantation une technique publiée dans les années 40 par un chirurgien marseillais appelé Métras et dont le fils va être le chef de service de l'hôpital de la Timone. Je le signale parce que c'est en partie lui qui m'a permis de faire mes premières greffes pulmonaires. L'ère de la transplantation du poumon seul était ouverte. 3 ans plus tard, la même équipe, dans le même centre, réalise la première greffe bipulmonaire pour emphysème. Mais ce n'est pas la greffe qu'on connaît aujourd'hui. C'est une greffe avec suture au niveau de la trachée, qui était une greffe liée en fait à une transformation de la technique initiale de Norman Shumway. Il faudra encore attendre 2 ans pour réaliser des greffes pulmonaires séparées, ce qu'on appelle single aujourd'hui, puisqu'on réalise en fait au jour d'aujourd'hui 2 greffes monopulmonaires pendant la même intervention. Mais le top du top,
arrive 6 ans après. Les équipes de Californie du Sud, de San Diego et de Los Angeles sont soumis à des pertes cataclysmiques de futurs receveurs, souvent des patientes mucoviscidosiques, souvent du groupe A, souvent de moins d'1,60 m, et elles cherchent absolument une solution à cette surmortalité sur 10. Ils sont chirurgiens thoraciques et réalisent des lobectomies tous les jours. Et au laboratoire, ils constatent que l'efficacité d'une greffe est plutôt liée à la surface d'échange que l'on peut transplanter au patient plutôt qu'à la réalisation d'un transfert d'organes pleins. Il décide alors de transplanter une partie du poumon, et l'unité fonctionnelle dans le poumon, c'est le lobe. Et surtout, ils se disent que, confrontés à la greffe pédiatrique, ils ont accès à 2 donneurs préférentiels que sont les parents. Et ils décident de réaliser ainsi des greffes pulmonaires de lobes prélevés chez le papa et la maman des donneurs. Le succès fut colossal pendant les 100 premières greffes, jusqu'à la perte du premier donneur pendant mon stage dans l'université de San Diego. Après un moratoire de 5 ans, le programme a repris aujourd'hui et 10 centres dans le monde ont commencé à faire de la greffe pulmonaire chez les enfants à partir de lobes. Les centres belges réalisent aussi des greffes lobaires, mais à partir de donneurs cadavériques. Cette technique est aujourd'hui la technique la plus aboutie en termes d'implantation de poumons. Alors, 2 mots sur la procédure de transplantation pulmonaire. C'est franchement une intervention dont les concepts sont simples. Elle se réalise et est organisée autour de 2 grands temps opératoires. Premièrement, l'explantation, en quoi consiste à médicalement parler une pneumonectomie sur clan, qui est suivie ensuite de 3 sutures. Une première sur la bronche, une seconde entre la palette veineuse du receveur, du donneur et l'oreillette gauche du receveur, et enfin une 3e qui concerne les vaisseaux artériels. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, on en fait tout un foin, mais ça se limite uniquement à ça. Alors, au cours des 35 années depuis la création de la greffe pulmonaire, l'évolution du nombre de transplantations a grandi de façon exponentielle à la faveur, comme illustré sur ce graphique, d'une majorité de greffes bilatérales représentées ici en brun, alors que les greffes monopulmonaires sont illustrées par les bâtonnets bleus. Mais malheureusement, malgré les campagnes de sensibilisation, et on doit bien le dire en Belgique, grâce à une loi sur le don d'organes très proactive, le déséquilibre entre le nombre de patients listés et le nombre de patients transplantés d'un organe est resté notre paradigme, comme l'illustre ce graphique, où la courbe pleine bleue
représente le nombre de patients qui, dans notre pays, attendent un organe, et où les bâtonnets bruns représentent le nombre de patients qui bénéficient de transplantation. La pénurie d'organes n'est d'ailleurs pas uniquement quantitative, car en effet, l'âge moyen sur le graphique de gauche, ainsi que l'hypertension artérielle sur le graphique du milieu, ont augmenté ces 10 dernières années. Par ailleurs, la capacité de transfert des gaz respiratoires à droite a, elle, diminué, conduisant à un appauvrissement de la qualité relative des organes employés en transplantation pulmonaire. La politique volontariste des Belges en matière d'évaluation des greffons pulmonaires. Je pense qu'on est le seul pays à se déplacer et à stopper des transplantations alors que le receveur est déjà endormi au bloc opératoire, est illustrée par le fait que, comme vous pouvez le constater sur le graphique de gauche, l'âge moyen des donneurs de poumons en Belgique dépasse de 15 ans la moyenne du reste de l'Europe. Dans cette voie, les poumons de donneurs sont souvent soumis à plusieurs mécanismes désavantageux, à la fois pendant le processus de mort cérébrale, mais aussi dans la démarche du don d'organes. Parmi ceux-ci, on doit relever la pneumonie acquise sur respirateur, l'œdème pulmonaire lié à la mort cérébrale, mais aussi l'œdème pulmonaire lié à du remplissage un peu trop intempestif lors des réanimations, et enfin les barotraumatismes, c'est-à-dire les traumatismes de l'arbre respiratoire liés aux pratiques de ventilation un peu intempestives. Si bien qu'au jour d'aujourd'hui, seuls 20 à 25% des donneurs d'organes sont éligibles pour la transplantation pulmonaire. En raison de l'insuffisance du nombre de poumons disponibles et du nombre croissant de patients éligibles pour la transplantation pulmonaire, on a mis au point un ensemble de méthodes pour tenter d'élargir le volume de poumons qui peuvent être disponibles pour un don. Et celles-ci peuvent être regroupées d'abord en stratégie in vivo, c'est-à-dire menées chez le donneur, y compris la réanimation du greffon pulmonaire in vivo dont nous allons parler un peu plus tard, mais aussi des stratégies d'évaluation et d'amélioration des greffons après le prélèvement. C'est ce qu'on appelle les stratégies ex vivo. Mais qu'est-ce qu'on appelle un donneur idéal aujourd'hui? Alors un donneur idéal, c'est basé sur une définition du début des années 2000, réalisé par un groupe d'experts de la Société internationale de transplantation cardiaque et pulmonaire. C'est un donneur âgé de moins de 55 ans, qui a fumé en moyenne moins de 20 paquets années, qui n'a pas de traumatisme thoracique lié à son décès, dont la radiographie est propre, qui présente un examen fibroscopique clair, et dont les échanges gazeux évalués à la sortie du poumon, c'est-à-dire dans la veine pulmonaire, montrent un rapport entre la pression partielle en oxygène et la fraction inspiratoire d'oxygène de 300. Mais, une fois de plus, il faut déchanter, puisque ce scénario ne correspond pas à 50% du type de poumons utilisés pour la transplantation pulmonaire. En effet, les groupes de transplantation ont décidé de déroger, bien sûr de façon raisonnable, à ces critères et de réaliser des procédures à partir de donneurs qualifiés à critères étendus,
pour 1, voire 2 critères au maximum. Plusieurs études ont validé cette démarche et elles ont montré qu'il n'existe pas de différence de survie, en tout cas, à moyen et à long terme. Mais malheureusement, plusieurs d'entre elles ont rapporté des augmentations de mortalité à 30 et à 60 jours. D'autres ont montré des augmentations des durées de séjour USI et de séjour hospitalier. Et surtout, quelques-unes ont montré des diminutions de capacité d'échange dans les premières heures post-implantation. Dans le but d'améliorer l'attribution de ces organes qualifiés de marginaux, le groupe Suisse Transplant a publié dans la fin des années 2010, en 2018 je pense, un nouveau système d'allocation basé sur un score adapté. Les résultats à moyen terme, publiés l'année dernière à l'ISHLT, c'est-à-dire au Congrès de la Société internationale, nous encouragent fortement à poursuivre dans cette voie, puisque les résultats étaient identiquement les mêmes dans le groupe apparié que dans le groupe étudié que dans le groupe apparié. Excusez-moi. Alors, nous avons précédemment vu que le concept de mort cérébrale avait été acquis dans le courant, la fin des années 50 et dans le courant des années 60, suite aux travaux de Gollon et de Morallet. Mais le concept de mort a bien évolué dans les différents pays. Ainsi, en 2014, l'OMS a établi que le diagnostic de mort était en fait équivalent au diagnostic de mort cérébrale et était défini comme la perte permanente de la capacité de conscience et des fonctions du tronc cérébral, que ce soit à la suite d'un arrêt permanent de circulation ou d'un traumatisme cérébral. Mais en 2010, l'Académie américaine de neurologie avait déjà établi que la mort cérébrale s'appuyait sur 3 signes cliniques. Le coma irréversible, l'absence de réflexe du tronc et l'apnée. Mesdames, Messieurs, le diagnostic de mort cérébrale est un diagnostic clinique posé au chevet du patient. Alors bien sûr, tout médecin peut s'appuyer sur des examens complémentaires pour confirmer un diagnostic, mais ce diagnostic reste avant tout un diagnostic posé par le docteur et pas par une machine. L'étude des événements secondaires liés à la mort cérébrale se heurte, en tout cas en clinique, à la variabilité des conditions liées à chaque mort cérébrale, qui résulte en fait en une discordance des résultats et des conclusions que l'on peut observer. Dès lors, les modèles expérimentaux sur les animaux sont le seul moyen fiable pour étudier encore aujourd'hui ces phénomènes importants, et en tout cas dans les premières heures où ce phénomène se développe. La reproduction du phénomène de mort cérébrale au laboratoire s'appuie sur 2 rationnels: l'interruption de la circulation cérébrale ou l'augmentation de la pression intracrânienne. Sur base de ces concepts, nous avons au laboratoire créé un modèle de mort cérébrale par injection de sang autologue, c'est-à-dire de sang prélevé sur l'animal lui-même et injecté directement dans le parenchyme du cerveau, mimant ainsi une situation clinique que vous connaissez tous, appelée hémorragie cérébrale. Une hémorragie cérébrale, c'est une hémorragie
qui se produit dans la substance même du cerveau à la suite d'un traumatisme crânien ou à la faveur d'un accident vasculaire cérébral suite à une fuite de sang sur rupture d'un vaisseau sanguin. C'est une affection extrêmement fréquente et un enjeu majeur aujourd'hui de santé publique. Mais elle est aussi la première cause de déclaration de mort cérébrale dans les pays développés. L'hémorragie cérébrale a aussi des répercussions générales importantes. Ainsi, la présence de sang dans le cerveau induit dans le liquide céphalorachidien un afflux de cellules immunitaires avec une augmentation de molécules de régulation pro-inflammatoires telles que l'interleukine 6, l'interleukine 1 bêta ou le réputé TNF-alpha. Mais aussi une augmentation de molécules d'adhésion, et oubliez ces deux noms, ICAM1, VCAM1, mais retenez néanmoins qu'elles sont responsables de la migration des globules blancs depuis le système sanguin vers le site inflammé. Et pour conclure ces observations préliminaires, il faut encore remarquer que les greffons pulmonaires prélevés à partir de donneurs en mort cérébrale sur traumatisme crânien sont plus fréquemment associés à des rejets précoces et à des rejets chroniques que les autres organes. Dans notre laboratoire, nous avons prémédiqué et anesthésié les animaux avec des protocoles et des drogues les plus modernes employés quotidiennement dans nos unités. L'ensemble de ces médications sont puissantes, je dirais, et ont par ailleurs des durées de vie extrêmement limitées dans le temps, ce qui va nous servir dans ce modèle. Une fois endormis, les animaux étaient équipés de voies d'accès et de dispositifs de monitoring invasifs permettant de réaliser à la fois des mesures hémodynamiques, mais aussi des prélèvements biologiques itératifs. Pendant toute la durée de nos investigations, nous nous sommes prémunis des augmentations de pression hydrostatique. Je vous rappelle qu'ils conduisent au développement d'œdème pulmonaire, néfaste forcément pour la qualité des poumons. Et pour ce faire, nous avons contrôlé les pressions de remplissage au niveau de l'oreillette droite en les maintenant entre 6 et 8 mm de mercure. Un premier set de mesures a été réalisé et nous l'avons qualifié de mesures de base. Il consistait en des mesures hémodynamiques, des mesures de des prélèvements de sang, de sérum, de plasma, des biopsies pulmonaires et des mesures de gaz sanguin ont aussi été réalisées afin de pouvoir adapter les conditions de ventilation mécanique au cours du temps. Les animaux ont alors été randomisés entre un groupe mort cérébral et un groupe traitement par un micro-trou de trépan réalisé lors de la phase d'équipement au niveau du crâne, une injection de 1,5 cc par minute de sang autologue prélevé sur l'animal est réalisée jusqu'à obtention du réflexe de Cushing. Le réflexe de Cushing est la phase initiale de la mort cérébrale caractérisée chez le cochon par une augmentation de la pression systolique générale, mais aussi par une tachycardie importante. Les produits anesthésiques sont donc arrêtés à ce moment précis et la procédure d'injection est adaptée pour garder une pression intracrânienne de plus de 80 mm de mercure pendant 1 heure. On prend ces données en fonction d'articles qui rapportent qu'1 heure de mort cérébrale au-dessus de 80 mm de mercure est associée à 100% avec la mort cérébrale du patient.
Au terme de cette phase, les animaux sont testés pour déclaration de mort cérébrale, selon les préceptes recommandés par la littérature internationale. Et ils étaient suivis pendant 5 à 7 heures, et selon les différentes études, de 7 de mesures effectuées à échéance régulière. Au terme du protocole, les animaux étaient sacrifiés et les organes prélevés pour des analyses anatomopathologiques et de biologie moléculaire. Dans les études qu'on va vous présenter aujourd'hui, nous avons modulé l'inflammation par l'emploi de méthylprednisolone, c'est-à-dire un médicament qui appartient à la famille des corticoïdes, la cortisone, qui est un anti-inflammatoire stéroïdien puissant, mais surtout extrêmement rapide. Nous avons modulé aussi l'immunité grâce au tacrolimus, qui lui est un immunosuppresseur qui appartient à la famille de la cyclosporine et qui est un inhibiteur de la calcinurine qui déprime l'activité des lymphocytes. Notre modèle s'appuie sur la loi de Monro-Kelly qui fixe le volume intracrânien comme une constante résultant de la somme des volumes du parenchyme cérébral, en fait le tissu cérébral lui-même, du sang intracrânien, c'est-à-dire le volume de substrat qui nourrit le cerveau, et enfin du liquide céphalorachidien. L'élévation de la pression en intracrânien a 3 conséquences. La première, c'est la création d'un cercle vicieux qui augmente l'œdème cérébral consécutif à la fois à la diminution de la pression de perfusion cérébrale, mais aussi à l'ischémie locale. Ensuite, la boîte crânienne étant un espace rigide et caractérisé par la présence d'un seul exutoire, c'est-à-dire le trou occipital qui vous permet de relier votre crâne à la colonne cervicale, le cerveau va effectuer un déplacement anatomique par rapport à ses structures internes, mais aussi par rapport à ses structures avoisinantes, appelées engagement, et qui résulte en fait en une compression mécanique, mais aussi ischémique des centres vitaux, notamment du tronc cérébral. Enfin, l'hypertension intracrânienne va être responsable d'effets systémiques caractérisés par la triade réflexe de Cushing, dont le but initial est de préserver la perfusion cérébrale. Cette triade consiste en l'observation d'hypertension artérielle systolique, d'une respiration irrégulière et de phénomènes de bradycardie et parfois de tachycardie, comme chez le cochon. Cette phase initiale est le plus souvent suivie d'une phase de vasoplégie périphérique, imposant des remplissages importants et des supports vasopresseurs. 1 heure après la réponse de Cushing, qui d'ailleurs au laboratoire chez nous a duré entre 30 et 60 minutes, la mort cérébrale avait été objectivée chez 100% des cochons randomisés dans nos études. Nous avons déclaré cet état par la présence de coma profond, l'absence de réflexe oculopapillaire, l'absence de réflexe, un test d'apnée positif, et nous avons rajouté 2 tests, un test après injection d'1 mg d'atropine réputé augmenter le rythme cardiaque. En mort cérébrale, cette injection n'est suivie par aucun phénomène d'accélération du rythme cardiaque. Et nous avons aussi fait des Dopplers transcrâniens permettant d'objectiver l'absence de perfusion des cerveaux. Nous avons montré que dès la première heure après déclaration de la mort cérébrale, comme vous le voyez sur ce graphique,
la résistance vasculaire périphérique ainsi que la tension artérielle systémique étaient diminuées et imposaient, comme vous pouvez le voir sur le graphique du bas, le recours à des drogues vasopressives en sus d'un remplissage optimal. Nous avons aussi montré que ce tableau était marqué par une augmentation du rythme cardiaque, probablement d'origine mixte, d'abord d'origine centrale sur mort cérébrale, mais peut-être en partie par effet secondaire aux drogues vasopressives nécessaires pour le soutien de la tension systémique. Le couplage ventriculo-artériel est une mesure du dialogue entre le ventricule et le lit vasculaire d'aval. Il est probablement le qualifiant le plus précis de l'efficience ventriculaire globale. Son évaluation oblige la mesure à partir de la relation pression-volume ventriculaire, de l'élastance ventriculaire, E et S sur le graphique de droite, et de l'élastance artérielle. Alors, l'élastance ventriculaire est une forme d'évaluation de la contractilité propre du ventricule, alors que l'élastance artérielle doit être considérée comme un résumé de l'ensemble des forces qui s'opposent à l'éjection du ventricule droit si vous aviez votre œil à la place du globule rouge placé au centre de ce ventricule. Pour le ventricule droit, le rapport E et S sur EA est égal à 1,6. 1,6. Est-ce que ce nombre vous dit quelque chose? « 1,6, c'est le nombre d'or. Le nombre d'or qui régit le rapport harmonieux entre les parties et le tout est un exemple extrêmement frappant d'idée mathématique, un concept quasi primitif qui se retrouve partout autour de nous. Lorsque l'on décompose un objet en deux parties inégales, on dit que la proportion est divine ou dorée si le rapport entre la grande partie et de la petite partie est le même que celui du tout à la grande partie. La simplicité de cette définition explique l'omniprésence de phi égale 1,61, 80, 33, etc., etc., etc. On le rencontre notamment dans la spirale construite à partir de la suite de Fibonacci, dans la proportion qui régissent bon nombre d'éléments de la nature et dans les proportions qui guident la construction du pentagone régulier. Mais pas que. Il est aussi responsable de la construction de la plupart des monuments qui témoignent de la grandeur de l'homme, à savoir nos cathédrales, les pyramides égyptiennes, mais aussi les temples de l'Antiquité. Mais revenons à notre efficience. La mesure du couplage ventriculaire droit et de l'artère pulmonaire dans la mort cérébrale chez le cochon est marquée après une période initiale et réactionnelle par une diminution dès la 5e heure après le réflexe de Cauchy. Une analyse plus précise des rapports montre une élévation importante de l'ensemble des forces qui s'opposent à l'éjection du ventricule droit et qui malheureusement n'est pas accompagnée par une élévation proportionnelle de la contractilité du muscle cardiaque droit, comme le montre d'ailleurs la discordance des angles des droites de régression exposées en bleu sur les graphiques d'élastance ventriculaire,
en haut et d'élastance ventriculaire en bas sur les graphiques de droite. Dans nos études, ces découplages pouvaient être modulés par la prednisolone, mais aussi, comme illustré dans ce graphique, par la modulation de l'immunité. Et ces effets étaient essentiellement dus à un contrôle par les drogues de l'élastance artérielle pulmonaire, c'est-à-dire des forces qui s'opposent à l'éjection du ventricule droit. La mort cérébrale était aussi caractérisée par une diminution significative de la capacité des poumons à échanger les gaz respiratoires, mais aussi de la compliance sur le graphique de droite. La compliance étant la faculté pour un poumon de se distendre facilement et de revenir tout aussi facilement à son volume initial dès l'expiration. Ces deux conséquences de la mort cérébrale étaient empêchées par la modulation de l'immunité par les drogues étudiées au laboratoire. Une étude plus précise de l'approchage du ventricule droit montrait par ailleurs une augmentation significative de la résistance vasculaire pulmonaire, mais elle montrait surtout que cette résistance vasculaire pulmonaire était déplacée de la partie artérielle du capillaire vers une zone plus mixte, comprise entre la partie veineuse et la partie artérielle. Une fois de plus, nous avons montré que ces perturbations pouvaient être totalement corrigées et empêchées par l'emploi extrêmement précoce des corticoïdes. Mais la mesure la plus importante d'un point de vue clinique était sans doute celle de la pression capillaire, car elle est le reflet de la pression hydrostatique responsable de la fuite liquidienne du compartiment veineux, du compartiment sanguin vers le parenchyme pulmonaire et responsable en fait du développement de l'œdème pulmonaire sur la mort cérébrale. Comme vous pouvez le voir sur cette dia, la mort cérébrale était associée à une élévation significative de cette pression capillaire au-delà de la limite pathologique des 20 mm de mercure. Et ce, dès la première heure après le réflexe de Cushing. Nous avons aussi montré que le traitement par corticothérapie modulait favorablement ce phénomène et ramenait cette zone de filtration dans une zone pleinement physiologique. Nous avons alors porté notre intérêt sur la mesure de l'inflammation. Et ici, nous avons choisi de vous présenter qu'une partie des résultats et de vous le présenter sous la forme du rapport entre l'expression des molécules pro-inflammatoires, ici l'interleukine 6, et de son opposant anti-inflammatoire, l'interleukine 10. Dans le sang, ce ratio était significativement positif, mais on pouvait partiellement, en tout cas, le contrôler avec la prednisolone. Au sein des tissus ventriculaires et des tissus pulmonaires, le profil était assez semblable au profil sanguin, mais le traitement n'était favorable que pour les poumons. Quoi qu'il en soit, l'observation probablement la plus intéressante était que l'expression de ces ratios tissulaires pro versus anti-inflammatoires était fortement corrélée aux paramètres du dialogue entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Nous avons aussi pratiqué des analyses anatomopathologiques pour caractériser les lésions pulmonaires associées à la mort cérébrale dans notre modèle. Et nous avons montré que le score obtenu était significativement élevé après 5 heures et après 7 heures et caractérisé par une augmentation de l'infiltration des poumons par les globules blancs, d'une augmentation des dommages des cellules qui recouvrent l'arbre respiratoire et d'une augmentation de l'œdème interstitiel, c'est-à-dire de l'eau dans les poumons, comme on dit au café du coin. Ces altérations n'étaient pas
corrigée totalement par les traitements testés. Pour finir, nous avons mesuré le taux d'apoptose cardiaque et pulmonaire, c'est-à-dire la mort cellulaire programmée, qui est un processus que déclenche chacune de nos cellules, un processus d'autodestruction que chacune de nos cellules possède et dans lequel elle s'engage après un signal précis. Nous nous sommes posé la question de savoir si la mort cérébrale pouvait être l'un de ces signaux. Et nous avons montré que tel était bien le cas, à la fois pour le ventricule droit, mais aussi pour les poumons. En tout cas, pour les animaux du groupe en mort cérébrale. Car nous avons aussi montré que la mort cellulaire ainsi déclenchée pouvait être modulée favorablement par un pré-traitement au tacrolimus donné dès le déclenchement du réflexe de Cushing chez nos animaux. Une fois encore, nous avons montré que le nombre de noyaux cellulaires pycnotiques, c'est-à-dire en mort autodéterminée, était une nouvelle fois corrélé au couplage ventriculo-artériel droit qui évalue, pour rappel, l'efficience du dialogue cœur-poumon. En conclusion, nous avons montré que la mort cérébrale était associée à des événements cardiaques divers qui conduisent tous de façon coordonnée au découplage ventriculo-artériel droit. Mais nous avons aussi montré que la mort cérébrale était associée à des perturbations secondaires, hémodynamiques et biologiques dans les poumons qui étaient responsables ensemble du développement de l'œdème pulmonaire neurogénique. Nous avons aussi pu moduler, via la modulation de l'inflammation et de l'immunité, ces deux facteurs secondaires et extrêmement limitatifs aux dons à la fois cardiaques, mais aussi de poumons. Et si vous avez loupé le coche et que vous n'avez pas pu reconditionner les poumons in vivo, il existe aujourd'hui des techniques modernes qui vous permettent dans l'espace-temps compris entre le prélèvement et l'implantation des organes, d'évaluer des poumons prélevés dans des situations où le greffon était inévaluable, ou même de pouvoir optimaliser la fonction pendant cette période qu'on peut qualifier de morte, puisqu'habituellement les organes sont enfermés dans une boîte en frigolite et placés sur un lit de glace. Plusieurs équipes, dont la nôtre, ont montré qu'on pouvait traiter ces poumons par des substances antibiotiques, filtrer les bactéries circulantes, mais aussi traiter ces poumons par surfactants ou par des adénovirus surexprimant l'interleukine 10, réputée étant anti-inflammatoire. Mais aujourd'hui encore, mesdames, messieurs, la pénurie la plus importante est celle de la solidarité consentie. Les raisons qui entraînent dans l'imaginaire social la réticence envers le don d'organes semblent tenir pour une grande majorité d'entre nous à la dimension symbolique du corps vécu quotidiennement dans son unité. Un tel don renvoie à la fois à la segmentation du un et à la réduction du corps qualifié comme sacré pour chacun d'entre nous à un ensemble de pièces détachées.
Que nous le voulions ou non, cette dimension symbolique ancrée dans la totalité cosmique demeure présente dans nos sociétés modernes, d'où le religieux s'est retiré au profit du rationnel. Car il y a bien quelque chose de profanateur pour notre cerveau archaïque dans le geste du prélèvement. Car ce geste soustrait une réalité à son lieu naturel et pour la plupart d'entre nous sacré. Il faut dès lors convaincre chacun que la transplantation n'est pas un arrachement et une mutilation du corps du même, vous vous souvenez de la première dia, mais un appel de l'âme de l'autre, qui extériorise sa demande le plus souvent dans un silence assourdissant, dans le but de rester un homme simplement comme les autres. La solidarité et l'équité relèvent toujours de la pure extériorité de l'éthique, qui est, elle, toujours confrontée à l'intériorité des passions et de l'égoïsme. Or, pour avoir un sens et garder une efficience, la solidarité doit être voulue et non imposée, serait-ce d'ailleurs avec l'aide d'une loi. Mesdames, Messieurs, pour moi, seul l'amour agapé justifie la transgression et le recours au démantèlement de l'unité symbolique de l'homme pour reconstruire ce qui est devenu épars par la maladie chez l'autre. C'est ce parcours que je vous propose de faire avec nous le 20 septembre à Namur, dans un exposé de la même série que celui-ci, qui portera le nom de la greffe éthique et ou le don de Prométhée. Je voudrais finir cet exposé par quelques remerciements. Le premier, c'est à ma famille qui m'a toujours accompagné. Ensuite, je voudrais remercier mon binôme, le docteur Asma Bellach, qui est l'auteur de l'ensemble des travaux que vous avez vus aujourd'hui et qui a réalisé sa thèse sur ces travaux. Mes deux mentors, le docteur Robert Naillet et Marc Esten, qui m'ont vraiment amené à la transplantation pulmonaire. Je voudrais aussi remercier les laboratoires de physiologie et de pharmacologie et principalement le professeur Laurence de Wachter, avec qui nous travaillons encore aujourd'hui. Ce laboratoire est mon laboratoire d'accueil. Je voudrais aussi remercier le NARILIS, l'IREC à l'UCL, l'Université de Californie du Sud à San Diego, qui reste quand même l'une des universités qui m'a appris la chirurgie et à qui je dois encore aujourd'hui beaucoup. Le service d'anatomopathologie d'Erasme, et principalement le professeur Isabelle Salmon, Myriam Remeling et Sandrine Rorive, qui ont réalisé l'ensemble des analyses pathologiques de ces mémoires. Le service de soins intensifs, et principalement Jacques Créteur, qui a financé la moitié de ces travaux au moment où j'avais perdu mon FNRS. Et puis, bien sûr, le CHU UCL Namur, les directions de cet hôpital qui m'a permis de grandir, les services de pneumologie, de chirurgie cardiovasculaire thoracique et transplantation pulmonaire, d'anapath, les soins intensifs et la biologie clinique. Je voudrais finir aussi par remercier le FNRS qui soutient l'ensemble de ces travaux, la Fondation Mongodine, la Fondation Karine Wiegen
qui est une fondation dédiée à la promotion du don d'organes en Belgique, et le Fonds pour la chirurgie cardiaque qui finance aussi nos travaux. Je voudrais aussi vous dire que les héros de cette démarche, ça reste en fait nos patients, et que je voudrais qu'on puisse leur rendre hommage, parce que sans eux, je pense qu'on ne serait rien du tout, et que c'est eux qui, au jour le jour, nous rendent plus grands, plus forts, et c'est leur parole et souvent leur silence même qui nous permettent d'aller plus loin et de croire à ce qu'on fait. Et pour finir, de prendre sa voiture à minuit quand on est complètement défoncé et qu'on vient de vous appeler parce qu'il y a un donneur et que cette transplantation, on va aller la faire. Je vous remercie.